Hi everyone and welcome. Today is the Bonjour à 27th of tous March et bienvenue. 2025 and I'm Aujourd'hui, joined nous by sommes le 26 Michael mars Hudson, 2025 household et je name suis in accompagné the de world of Michael Hudson, economics un nom and bien connu dans le monde de well, l'économie. I guess the world is Le monde changing change très very rapidement, comme nous rapidly. le We see voyons. the US Les seems to be États-Unis semblent adjusting to s'adapter à la multipolarity, needs multipolarité to et doivent avoir de having nouvelles new priorités. priorities. Europe L'Europe seemingly semble is être less of a moins priority, prioritaire, while there tandis qu'il seems to be semble a nécessaire de need to faire la make paix avec peace la with Russie. Russia. Du côté And européen, we plutôt see que de that se the retirer Europeans de la have guerre moved par on already procuration pulling contre la back from the Russie, proxy war les Européens insistent against maintenant sur Russia. le fait qu'ils Europeans continueront la insist guerre that they sans will les continue the États-Unis, war ce qui est without un the peu United douteux. States, which again Cela is more empire doubtful, également but en utilisant de maybe it also l'argent gets qu'ils n'ont pas worse. pour construire des Increasingly, armes they qui ne don't seront pas have to build produites avant weapons de that won't be nombreuses années, produced for many dans le years. but de vaincre la And Russie, again, the purpose ce of qui n'est pas defeating clairement Russia, which défini isn't en clearly termes de defined how fonctionnement it will réel. actually work. Donc, So a lot of this beaucoup de doesn't cela make n'a pas de sense, sens, and et beaucoup de gens essayent de hard to make sense of it. comprendre. Comment voyez-vous les So, récits économiques et how politiques do you qui ont conduit see, l'Europe I guess, sur the cette voie? economic and political narratives that has led Europe down this path? Eh bien, tu as tout à fait raison, Glenn, quand tu dis que cela n'a pas de sens. Et la situation aujourd'hui est très différente. Quand j'ai commencé il y a 60 ans en tant qu'économiste, j'ai cessé de me qualifier d'économiste et j'ai commencé à me qualifier de futurologue lorsque j'ai travaillé avec Hudson Institute et le Futures Group. En tant que futurologue, tu peux aller au-delà de l'économie. Il était très facile d'expliquer pourquoi les pays agissaient comme ils le faisaient. Tu disais simplement, eh bien, quel est leur intérêt personnel? S'ils comprenaient quel était leur intérêt personnel, alors tu planifiais tout et voyais, eh bien, est-ce que ça croise l'intérêt personnel d'autres pays? Comment les assembler? Et évidemment, comme vous l'avez discuté tout au long et venez de le dire, l'intérêt personnel apparemment évident de l'Europe, en particulier de l'Allemagne, est d'être complémentaire avec la Russie, de faire exactement ce qu'elle faisait depuis les dernières décennies, obtenir de l'énergie de la Russie et donner à la Russie ce dont elle a besoin, biens industriels, investissements industriels pour fabriquer ses propres voitures, automobiles et biens de consommation. Donc, la vraie question est, comment expliquez-vous pourquoi l'Europe semble ne pas agir dans son propre intérêt et adopter cette posture belliqueuse de guerre froide qu'elle adopte aujourd'hui? Eh bien, vous avez souligné auparavant que tout tourne autour du récit, qu'il y a en quelque sorte un faux récit qui submerge la réalité naturelle. Et je pense qu'il est naturel pour les gens de comprendre ce qu'est la réalité, et il est plus difficile de les faire tourner en rond et accepter un faux récit. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi l'Europe, et surtout l'Allemagne, et en particulier le nouveau leader Merz de BlackRock, ont cette idée que l'avenir de l'Europe réside dans le conflit avec la Russie. Et je pense avoir trouvé la réponse. Ils ont un faux récit économique qui sous-tend tout, une vision du monde erronée. C'est la vision du monde qui sous-tend la manière dont la zone euro a été mise en place. C'est une vision économique fausse. Et en Amérique, nous appelons cela le keynésianisme militaire. L'idée est que si vous dépensez de l'argent dans le budget militaire, cela va créer de l'investissement et de l'emploi. Et c'est une façon d'injecter de l'argent public dans l'économie en créant des déficits. Eh bien, le problème pour l'Europe est la règle de la zone euro, qui l'empêche d'avoir un déficit de plus de, je pense, 3% du PIB. Et l'Europe, surtout en ce moment, a tellement de programmes de dépenses sociales dont elle a besoin, y compris subventionner les familles, pour qu'elles puissent se permettre d'acheter l'énergie qu'elles n'achètent plus à la Russie, mais qu'elles doivent acheter aux États-Unis à 4 fois le prix du GNL, le gaz naturel liquéfié. Comment contourner cela? Eh bien, pensez à ce que Donald Trump essayait de faire à l'Europe, en disant « Eh bien, vous devez croire au cadre, au mythe que la Russie va attaquer l'Europe et essayer de recréer l'ancien empire soviétique. » Eh bien, nous savons que ce n'est pas le cas,
parce qu'aucun pays ne peut plus se permettre d'envahir un autre grand pays. Il faudrait 10 ou 20 millions de soldats russes. Et la grande chose est que l'Europe n'a rien maintenant que la Russie veut particulièrement. Mais ce que je pense de l'idée de Merz, eh bien, si nous disons que nous nous défendons contre un ennemi, alors tout d'un coup, nous avons une excuse de sécurité nationale pour aller au-delà de la contrainte de la zone euro sur le montant d'argent que nous pouvons dépenser. Et si nous disons que nous dépensons militairement, je pense qu'il a parlé de presque 1 billion d'euros pour le réarmement et l'industrie européenne. Alors, d'une manière ou d'une autre, cela va stimuler la reprise économique allemande, française, peut-être même anglaise. Eh bien, la question évidente est, avez-vous vraiment besoin d'aller en guerre ou d'avoir un discours de type guerre, juste pour permettre au gouvernement d'injecter de l'argent dans l'économie pour promouvoir une politique keynésienne de reprise économique? Évidemment, l'Europe a besoin de se redresser économiquement en ce moment. C'est un désordre. Son industrie a été fermée à cause de la pandémie, de la fin de Nord Stream et de la fin des importations en provenance de Russie. Il y a une sorte d'idée que seuls les économistes auraient, une sorte de vision en tunnel, qui pense que d'une manière ou d'une autre, si vous injectez de l'argent dans l'économie, tout va devenir amorphe et fongible et se transformer en PIB, et que cela peut être une reprise. La seule façon dont je peux expliquer pourquoi l'Europe suit une politique aussi irréaliste, c'est de croire qu'elle doit évoquer des craintes de guerre avec la Russie à propos de l'Ukraine, et saboter en effet toute tentative des États-Unis de mettre fin à son conflit avec la Russie pour pouvoir poursuivre d'autres conflits ailleurs. C'est cette vision en tunnel des économistes qui pensent que d'une manière ou d'une autre, il faut aller en guerre pour permettre au gouvernement de dépenser de l'argent dans l'économie pour relancer l'économie, comme si cela allait relancer l'économie. Eh bien, vous pouvez imaginer la bêtise de penser à presque 1 trillion d'euros pour des armes. Cela va prendre de nombreuses années pour faire cela, de nombreuses années d'investissement. D'accord, cet investissement va employer de la main-d'œuvre et élargir l'économie. Mais le problème est, qui va acheter les armes? Produire des armes n'est pas comme produire des machines à laver et des voitures que les consommateurs peuvent utiliser. Ce n'est pas comme produire des biens d'équipement et des machines que les investisseurs peuvent utiliser. Il n'y a vraiment aucune utilité pour les armes, sauf pour qu'elles soient détruites par d'autres personnes allant en guerre les unes contre les autres. Et c'est vraiment l'Occident qui part en guerre contre le reste du monde. Je ne pense pas que le reste du monde ait beaucoup de besoins en armes, sauf pour se défendre contre la nouvelle guerre froide de l'Occident. Et donc, évidemment, l'Asie et les États-Unis ne vont pas acheter des armes européennes pour se combattre. Ainsi, l'Europe produit tout cet énorme investissement. Au lieu d'investir dans l'augmentation du niveau de vie et l'augmentation de la production de biens de consommation ou de biens d'équipement, elle produit des biens inutiles. Et c'est ainsi que les économistes pensent. Ils ne pensent pas en termes de valeur d'usage. Ils ne pensent pas à une analyse de chemin critique de ce dont nous avons besoin pour atteindre la prospérité. C'est une sorte d'économie néolibérale de pacotille, d'un keynésianisme quelque peu dénaturé. Et je pense que la seule façon d'expliquer pourquoi l'Europe agit autant contre ses propres intérêts est cette vision étroite de penser comme un économiste. Il est intéressant que vous mentionniez le keynésianisme militaire. L'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, avertit également que c'est une impasse, surtout pour les Allemands. Cette idée selon laquelle il suffit de construire suffisamment d'armes pour créer des emplois, et qu'avec les emplois, il y a de l'argent,
et qu'ensuite vous avez soudainement une économie. Mais l'Europe a de réels problèmes, cependant, en termes de désindustrialisation. En effet, c'est un moment très critique pour avoir ces problèmes économiques, car les industries du monde se transforment largement. Avec la numérisation, nous entrons dans ce que beaucoup appellent la quatrième révolution industrielle, dans laquelle les technologies numériques acquièrent plus de capacité à manipuler le monde physique. Et c'est à ce moment précis que nous devrions vraiment investir dans les technologies de l'avenir. On essaie no embrace les Chinois. Mais au lieu de s'industrialiser, nous allons maintenant nous préparer à la guerre. Et quant aux Allemands, ils ne peuvent plus construire des voitures de manière compétitive. Donc maintenant, l'idée est qu'ils devraient fabriquer des chars à la place. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'économie, comme vous le dites. Vous construisez littéralement des choses qui devraient être détruites. Mais que voyez-vous avec la motivation de concentrer le pouvoir? Parce qu'il me semble que nommer des radicaux très bellicistes comme Kaja Kallas à la tête de la politique étrangère de l'UPEP, une personne qui dit ne pas croire en la diplomatie, elle veut détruire la Russie, la diviser en morceaux. En effet, il y a de plus en plus de critiques à son égard maintenant qu'elle utilise, je suppose, une rhétorique très vile. Cela va bien au-delà de ce sur quoi l'UMARMEP a un consensus, le langage qui devrait être utilisé. Mais je dis cela parce qu'en 1870-1871, il y a eu la guerre franco-prussienne. On soutient souvent que, si les Allemands ne l'ont pas provoqué, ils en ont au moins tiré parti, car en ayant cette menace extérieure, ils ont pu ensuite rassembler les États allemands. Voyez-vous cela aussi comme étant, je suppose que nous spéculons dans une certaine mesure, mais comme une motivation possible. Eh bien, cette motivation se retourne certainement contre eux. Car ce que vous voyez maintenant, c'est que les tensions de ce nouveau militarisme de la guerre froide allemand, français, britannique, sont en train de briser la communauté européenne. Et l'une des raisons est, eh bien, quand vous mentionnez Madame Kallas et son amie von der Leyen, vous voyez, comment se fait-il que la direction de l'UE puisse être si pro-guerre, alors que les électeurs européens, en particulier en Allemagne, mais dans toute l'Europe, ne veulent pas de guerre? Comment se fait-il que la bureaucratie de l'UMAL soit capable de mettre en place des bellicistes qui ont presque une haine traumatique de la Russie, une haine émotionnelle, voulant entrer en guerre avec eux, qui n'est pas partagée par les électeurs et la population en général? Eh bien, le résultat est, je pense, qu'à un certain moment, vous avez déjà la Hongrie, les Tchèques, même des questions de Mélanie et de nombreux Français. Voulons-nous vraiment faire partie de cela? Comment pouvons-nous? Est-il possible que nous puissions rester dans toute la voie politique dans laquelle la communauté européenne a été structurée, alors que d'une manière ou d'une autre, des promoteurs de guerre non élus, des faucons de guerre comme Kallas et von der Leyen, sont en charge de la politique étrangère européenne? Et ils mettent tous leurs collègues néocons et néolibéraux avec eux dans la communauté européenne. C'est comme si la direction de l'UE s'opposait aux pays individuels. Combien de temps l'Europe peut-elle vraiment rester unie sans que des pays commencent à se retirer? Déjà, la Hongrie a dit, eh bien, vous savez, nous allons opposer notre veto à ces taxes sur nous pour essayer de combattre la Russie. Nous ne voulons pas combattre la Russie. Nous voulons du gaz de la Russie. Nous voulons que les choses soient comme avant 2022. D'autres pays disent la même chose. Donc ce que vous décrivez, c'est en fait la division de l'Europe. Et il semble que la seule façon pour l'Europe d'échapper à ce faux récit et à cette fausse économie soit de la diviser d'une manière ou d'une autre et de recommencer avec une nouvelle structure. Et vous vous demandez,
comment tout cela a pu se produire au départ. Eh bien, c'était en grande partie l'influence des États-Unis, la manière dont l'Europe s'est façonnée, avec les États-Unis imposant un modèle à l'Europe. Non seulement la zone euro, avec ses règles monétaires, suivant l'Université de Chicago, une sorte d'économie de droite, mais toute la voie politique, remontant à l'opération Gladio en Italie et dans d'autres pays. Les États-Unis ont parrainé, par le biais d'organisations non gouvernementales, toutes sortes de dirigeants politiques de l'Europe d'aujourd'hui. C'est ainsi que des personnes comme Baerbock et les Verts ont été promues d'une manière ou d'une autre. Des personnes dont on se demande comment elles ont pu s'élever et obtenir autant de qualifications. Eh bien, beaucoup de cela est dû aux manœuvres des États-Unis pour faire à l'Europe ce qu'ils ont fait en plaçant Tony Blair, par exemple, en Angleterre. L'idée est de trouver des Tony Blair pour l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres pays qui seront très loyaux envers la politique américaine et la guerre froide. Et cette loyauté envers les États-Unis est ce qui divise l'Europe aujourd'hui. Eh bien, vous avez vu des politiciens européens dire non, nous nous éloignons des États-Unis. Les États-Unis veulent la paix. Du moins, Trump veut la paix avec Poutine, mais certainement pas nous. Et nous n'allons pas dépenser 5% de notre PIB en achat d'armes militaires américaines, comme Donald Trump l'avait espéré. Nous allons le dépenser pour acheter des armes allemandes ou autres. Et il y a eu une sorte de tentative d'utiliser cet anti-américanisme pour renforcer ce qu'ils pensent être la solidification des pays européens, mais cela ne les resolidifie pas. Surtout à mesure que la situation économique se dégrade de plus en plus, alors que l'Allemagne se désindustrialise et perd son industrie lourde, son industrie des engrais, toutes les industries qui dépendaient des importations de matières premières de Russie, et alors que l'Europe s'accorde avec les États-Unis pour se couper de la Chine et du commerce avec la Chine. Ce n'est pas exactement dans son propre intérêt, mais c'est dans l'idée de son intérêt propre, basé sur ce genre de faux récit. Un faux récit économique, ainsi qu'un faux récit politique. Et c'est le problème. Et étant donné le rôle des médias de masse en Allemagne et dans d'autres pays, vous n'obtenez pas vraiment beaucoup de l'autre côté de la question. Et vous venez de voir l'Allemagne essayer de parler d'interdire l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, tout comme d'autres pays, tels que la Roumanie, essayent d'interdire les candidats anti-guerre. Vous avez une suspension de la liberté, et vous avez également l'Allemagne qui interdit les défenseurs de la paix à Gaza. Les défenseurs de Gaza, ou simplement les Allemands qui disent que nous ne voulons pas de génocide, nous voulons la paix. Tout cela est interdit. Et les visiteurs qui viennent pour donner des discours ou discuter de la guerre à Gaza sont refoulés. Vous avez cette antithèse de tout ce que l'histoire de couverture de l'Union européenne, de la prospérité et de la démocratie était censée promouvoir. Oui, je pense toujours qu'une partie du problème pour les Européens est aussi, encore une fois, ils se sont piégés dans des récits. J'ai récemment parlé avec George Beebe, l'ancien directeur de l'analyse de la Russie à la CIA, et il a un article intéressant où il allait un peu dans la même direction. Les Européens se sont vraiment enfermés dans un coin, avec cette idée que, vous savez, c'est une invasion à grande échelle, non provoquée, pour effacer l'Ukraine de la carte. Vous savez, c'est un nouveau Hitler tentant de restaurer l'Union soviétique. Tous ces récits ont été élaborés. Et c'est intéressant parce que cela a été en quelque sorte la force clé de Trump. Il semble être capable d'ignorer tout cela. Il ignore les récits clés. Il commence simplement à pousser des intérêts là où d'autres politiciens seront piégés, je suppose, dans ces récits communs.
Maintenant, ce qui est fascinant avec les Européens, c'est qu'ils ont été entraînés dans une large mesure avec Biden. Car gardez à l'esprit que pendant toutes ces années, les Européens étaient bien conscients que toute cette expansion de l'OTAN, surtout en Ukraine, était une ligne rouge, quelque chose qui déclencherait probablement une guerre. Mais encore une fois, ils ont embarqué dans le train Biden, qui était aussi anti-russe que possible. Et je pense que les Européens se sont également préparés. C'est-à-dire qu'ils ont fait de Kaja Kallas, encore une fois, pas la plus brillante, mais ils ont dit qu'elle était une leader en temps de guerre. Vous savez, elle est très belliciste envers la Russie. C'est ce dont nous avons besoin. Et maintenant, il est très difficile de rediriger le navire. Et comme vous l'avez également suggéré, il y a un manque de médias indépendants de nos jours en Europe. Il y a donc très peu de possibilités de contester les médias axés sur le récit avec des faits réels. C'est très difficile de faire demi-tour, mais à un moment donné, cela doit certainement être forcé, n'est-ce pas? Parce que, bien que de nombreux Européens aient maintenant cette grande ambition d'apprendre à vivre sans les Américains, encore une fois, Kaja Kallas a déclaré que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. Donc nous en avons fini avec l'Amérique. Encore une fois, elle parle beaucoup, mais elle n'est pas première ministre ou quoi que ce soit. Elle. Et nous avons des États-nations indépendants en Europe. Et tout le continent n'est pas prêt à rompre avec les Américains, surtout les Britanniques. Ils semblent être, encore une fois, plus bellicistes envers la Russie, mais ils aimeraient aussi être le principal partenaire de l'Amérique. Donc il y aura d'énormes fragmentations ici. Et je me demande aussi à quel point la Pologne est à l'aise. Encore une fois, c'est l'un des pays les plus anti-russes que nous ayons sur le continent. Mais si l'Allemagne va s'armer jusqu'aux dents à nouveau, est-ce que la Pologne veut se séparer des États-Unis, qui sont en quelque sorte sa couverture de sécurité lorsqu'elle est coincée entre les Allemands et les Russes? Je ne vois tout simplement pas d'unité en Europe basée sur cela, allant à l'encontre à la fois des Russes et des Américains en même temps. En effet, vous pourriez vous retrouver dans une situation cauchemardesque pour les Européens, où les Américains et les Russes s'unissent pour faire pression sur les Européens afin qu'ils se conforment à la question ukrainienne. Mais je voulais vous interroger sur la faisabilité de tout cela, car évidemment, l'Europe ou les Européens sont en panique. Nous voyons la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, vous savez, ils vont s'armer. Le Financial Times a récemment écrit que le principal défi était désormais de convertir les États-providence européens en états de guerre et a suggéré qu'ils pourraient avoir besoin d'une forte dose de propagande de guerre pour obtenir le consentement du public à cela. Alors, quelles sont les considérations politiques et économiques ici? Pensez-vous que cela soit faisable? Une guerre pour un État n'est pas un État, comme le nom l'indique, qui va fournir du bien-être à l'ensemble de la population. Alors, pourquoi vont-ils voter? Vont-ils voter pour leur intérêt personnel, c'est-à-dire de meilleures conditions de vie? Ou vont-ils dire, eh bien d'accord, nous allons payer des prix plus élevés pour le gaz et l'électricité et pour chauffer nos maisons? Nous allons avoir des conditions de vie beaucoup plus basses, mais cela en vaut vraiment la peine, juste pour combattre la Russie. Eh bien, vous allez avoir un conflit entre le récit de la nécessité de la guerre pour sauver le monde et la réalité que, eh bien, quelqu'un va faire un grand sacrifice. Et aussi, la réalité des réponses d'autres pays, surtout puisque la France et l'Angleterre sont les déclencheurs dangereux ici. Le président Poutine a déclaré qu'ils allaient être plus actifs dans la fourniture de missiles à l'Ukraine, des missiles longue distance pouvant frapper le territoire russe. Et je pense qu'il y a un mois, Poutine a déclaré que nous n'allions pas prétendre que tous ces combats en Ukraine concernent l'Ukraine. C'est vraiment à propos de l'OTAN.
Et derrière l'OTAN, les États-Unis veulent briser l'Europe et diviser l'Europe. Et puisque nous savons que le combat est mené par l'OTAN et en Europe par Macron en France et maintenant Starmer en Grande-Bretagne, si un missile fabriqué par la France ou l'Angleterre frappe la Russie, nous allons répondre non pas contre le territoire ukrainien qui l'a lancé, mais contre le pays qui a fabriqué le missile. Nous allons répondre contre la Grande-Bretagne. Sera-ce Londres? Sera-ce un territoire manufacturier britannique? Sera-ce Paris ou l'une des usines de production militaire parisienne? Il y a donc une possibilité d'une réponse russe qui réalise que tout cela n'est qu'une mascarade pour faire croire que tous ces combats se déroulent en Ukraine. C'est le point que Poutine et Lavrov ont souligné dans leur discussion avec les Américains. Ils disent, regardez, oubliez l'Ukraine. Nous serions vraiment mieux de ne même pas en discuter pour le moment. Parlons des racines de la guerre froide. Parlons du fait que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, l'OTAN aurait dû être démantelée aussi. C'est à ce moment-là que Poutine a dit peut-être, et les Russes ont dit peut-être, que nous devrions rejoindre l'OTAN et être tous ensemble. Ils veulent revenir en arrière pour essayer de défaire cette découpe en tranches de la Russie, petit à petit, et traiter la structure économique sous-jacente. C'est ce à quoi les gouvernements européens s'opposent. Et s'ils sont contre le retour en arrière et le démantèlement de tout le système de la guerre froide, l'appareil économique et l'appareil politique mis en place depuis 1991, cela ne peut pas se faire en douceur. Il doit y avoir une sorte de déclencheur de conscience. Il doit y avoir une masse critique de la population réalisant quel est le problème. Eh bien, vous voyez cela dans une certaine mesure en Allemagne. Mais vraiment, de mon point de vue, le seul parti qui a une économie basée sur la réalité est le groupe de Sarah Wagenknecht. Et elle a à peine atteint le seuil de 5% pour entrer au gouvernement. Donc c'est comme si l'Europe était dans une situation de pré-effondrement, une situation de pré-crise. Mais à la fin, vous ne pouvez pas maintenir un faux récit lorsque la réalité devient de plus en plus forte et que l'écart entre la réalité et le récit devient si tendu que finalement les gens réalisent que cela ne fonctionne pas. Eh bien, ce qu'il vous faut, c'est une alternative à proposer. Et il y a des alternatives politiques. Oui, ne nous battons pas avec la Russie. Mais il n'y a pas eu d'alternative économique à la question de savoir comment. Si nous ne nous battons pas avec la Russie, alors comment allons-nous rétablir la prospérité en Allemagne et dans les autres pays européens? Si ce n'est pas en produisant plus de biens militaires, comment allons-nous restructurer l'économie d'une manière meilleure que celle dans laquelle la zone euro a été initialement mise en place? Sans une discussion économique de ce type d'alternative, vous voyez l'Allemagne et l'Europe s'engager dans une impasse qui devient de plus en plus étroite et qui, à un moment donné, doit simplement exploser. La vraie question est de savoir si l'Europe doit vraiment entrer en guerre pour pouvoir injecter de l'argent dans l'économie afin d'employer de la main-d'œuvre et de se réindustrialiser d'une manière ou d'une autre. Et comment peut-elle même se réindustrialiser et fabriquer des armes sans obtenir de gaz, d'énergie, de pétrole et d'autres matières premières de la Russie, et sans commercer avec la Chine? Comment peut-elle se réindustrialiser dans un monde où elle se coupe du reste du monde, qui croît beaucoup plus rapidement, et même des États-Unis? Comment peut-elle faire cavalier seule alors qu'elle est déjà tellement désindustrialisée, alors qu'elle a déjà coupé ce qui semblerait être toutes ses sources potentielles naturelles de force qu'elle a maintenant perdues? Et il n'y a aucun moyen réaliste de l'expliquer. Sauf, ils ont un ensemble de fausses hypothèses et de fausses idées sur la façon dont fonctionne une économie ou même une société.
Il semble également y avoir une certaine distorsion concernant l'image de l'Europe elle-même par rapport au reste du monde, car nous voyons maintenant Lüberi Matterd être assez belliqueuse envers la Chine, puis soudainement, les Européens aimeraient établir une coopération. Ils ont invité Xi Jinping à venir à Bruxelles et il ne viendra pas, en partie à cause du comportement des Européens eux-mêmes. Mais l'hypothèse semblait être, nous jouons les durs avec les Chinois, puis nous offrons des carottes et les invitons, et ils viendraient en courant. Mais il s'avère que ça ne se produit plus. Je pense qu'il est très difficile pour les Européens de s'adapter à ce nouveau monde, parce que, encore une fois, cela fait presque 500 ans d'un monde très eurocentrique, où les Européens ont été les sujets et le reste du monde était les objets. Nous devons organiser le monde entier autour de nous. Et maintenant, soudainement, tout a été un peu bouleversé. Comme on dit, nous n'avons plus de place à la table, nous nous retrouvons plutôt au menu. C'est un peu étrange à voir. Encore une fois, c'est pourquoi la guerre en Ukraine est si intéressante, car maintenant vous avez les Américains et les Russes qui négocient effectivement une paix en Europe, déplaçant les pièces, et les Européens découvrent qu'ils n'ont pas de place à la table. Ils sont la nouvelle pièce. Il semble que ce soit le moment idéal pour revisiter certaines des erreurs que nous avons commises après la guerre froide. Après la guerre froide, de nombreux pays européens, ainsi que l'Amérique, ont réalisé que redécouper le continent et revenir à une politique de bloc raviverait la guerre froide. Bien que cela aliénerait et créerait des conflits avec les Russes, au moins cela cimenterait la présence de l'Amérique en Europe. Mais maintenant que les États-Unis prévoient de se réorienter, ils disent très ouvertement que vous n'êtes plus une priorité. Nous ne sommes plus avec les Américains. Il ne nous reste que le conflit avec la Russie. Et cela soulève en quelque sorte la question, quel est le but de tout cela? Mais j'ai remarqué quelque chose que vous avez dit, qui était, vous avez utilisé le mot effondrement. Et je ne vois pas cela comme une exagération. Parce que si nous allons avoir ce plan économique qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire nous couper de tous les centres de pouvoir et ensuite nous armer, c'est pour faire accepter à la population l'idée que les bons moments sont terminés, qu'il n'y a plus de bien-être et de prospérité. Parce que maintenant, nous devons nous serrer la ceinture pour combattre la Russie. Pour vendre cette histoire, il faut trop de propagande. Il n'y aura pas la capacité de poursuivre les intérêts nationaux de base. Vous allez avoir plus de dissidence politique, qui doit être. Le récit doit être élevé au-dessus des faits, et l'économie ne fonctionne pas. La politique ne s'adaptera plus. Et comme vous l'avez dit, finalement la réalité rattrapera et percera des trous dans le récit. Et pensez-vous qu'il est possible que si ce n'est pas l'Europe, au moins l'UE puisse se diriger vers un effondrement? Eh bien, nous sommes dans une situation de pré-effondrement. Avant d'avoir un effondrement, il va y avoir un lent déclin. La tendance actuelle signifie que les niveaux de vie, les bénéfices industriels et l'emploi se détériorent lentement de plus en plus. Il ne peut pas y avoir d'effondrement tant qu'il n'y a pas de situation révolutionnaire. Une situation révolutionnaire nécessite une alternative. Sans alternative, il n'y a pas d'effondrement. Il y a juste un lent déclin, un resserrement progressif, une descente lente à mesure que l'économie se détériore. Vous avez mentionné au début de ce que vous venez de dire que l'Europe veut se montrer ferme avec la Chine. Vous ne pouvez pas vous montrer ferme avec la Chine. Vous ne pouvez pas menacer la Chine ou la Russie parce qu'il n'y a rien dont la Chine ou la Russie ait besoin de l'Europe. C'est ce qui est vraiment si choquant pour la mentalité européenne, que le monde puisse se passer de l'Europe. Poutine et Lavrov ont dit, vous savez,
nous espérions avoir une relation symbiotique avec la technologie industrielle européenne et nos économies complémentaires. Mais nous réalisons que cela ne fonctionne pas. Nous avons donc déplacé notre attention vers l'Est, vers l'Eurasie et les BRICS, et nous réalisons maintenant que nous n'avons plus besoin de l'Europe. Maintenant que l'Europe a perdu l'attrait industriel qu'elle avait auparavant, avant Nord Stream en 2022, elle n'a vraiment plus rien à offrir. Et nous ne voulons certainement pas la prendre en charge, car ce serait un fardeau pour quiconque prendrait l'Europe comme protectorat sous son aile. Nous ne voulons pas cela. Maintenant, c'est très difficile, je pense, pour les Européens de réaliser qu'ils ne sont plus nécessaires, qu'ils ont perdu leur place dans le monde. Je pense que la plupart des politiciens dans chaque pays essayent de faire ce que Trump a dit, rendre l'Amérique à nouveau grande. En Europe, ils diront, eh bien, rendre l'Europe à nouveau grande, ou l'Europe est grande, ou retrouvons notre grandeur. Mais ils ont pris des mesures qui semblent si irréversibles qu'ils ne peuvent rien faire. Et ce qu'ils ont créé, je ne dirais pas un contre-récit de la part de la Russie et de la Chine, car les récits sont généralement artificiels, des visions fausses du monde, mais un contre-récit de réalité. Et je pense que la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Lavrov a dit « Voici comment la Russie et nos alliés voient l'Europe ». Et c'est une brève citation. Ce qu'il a dit, c'est qu'au cours des 500 dernières années, lorsque l'Occident s'est plus ou moins formé sous la forme dans laquelle il a survécu jusqu'à aujourd'hui, toutes les tragédies du monde ont pris naissance en Europe ou se sont produites grâce à la politique européenne. Le colonialisme, les guerres, les croisés, la guerre de Crimée, Napoléon, la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler, tout cela est venu d'Europe. Eh bien, le président Poutine, à sa manière, a dit « Eh bien, tout cela remonte vraiment au XIe siècle. Lorsque le grand schisme dans l'Église romaine s'est séparé de l'Église orthodoxe orientale à Constantinople. Et les Romains ont dit « Nous devons prendre le contrôle du christianisme. Nous devons créer une Europe unie sous le contrôle de Rome. » Et donc, la première chose qu'ils ont faite, après environ 1051, lorsqu'ils ont eu le grand schisme, c'est qu'ils ont commencé à se demander comment ils allaient vaincre et détruire la Turquie, Constantinople, et par extension, toutes les zones contrôlées par l'Église orthodoxe. Eh bien, la réponse a été qu'ils ont engagé des seigneurs de guerre normands en Europe, et on dit que le premier seigneur de guerre qu'ils ont engagé était dans les années 1070. Ils sont allés voir l'un d'eux et ont dit « Eh bien, nous vous donnerons le sud de l'Italie et la Sicile, qui sont actuellement des zones byzantines. Si vous vous débarrassez des Byzantins et que vous rendez cela catholique, nous vous bénirons en tant que roi. » Ils sont ensuite allés voir Guillaume le Conquérant d'Angleterre et ont dit « Eh bien, si vous conquérez l'Angleterre, en ce moment, elle ne nous rapporte pas vraiment beaucoup d'argent. Nous vous bénirons en tant que roi d'Angleterre si vous prêtez allégeance à Rome. » Et toute la croisade était vraiment une croisade pour détruire l'Église orthodoxe grecque en Espagne, dans le sud de l'Italie, dans la région des Balkans. Dans chaque région, l'Église romaine avait des seigneurs de guerre qui prenaient le contrôle. Et pour financer leurs dépenses militaires, l'Église a aboli son opposition à l'usure. Elle a créé une banque internationale pour financer les prêts de guerre. Et vous pouvez voir comment toute cette tentative d'intégrer l'Europe dès le début est une alternative à ce qui était le centre économique de l'époque, le centre prospère, qui était Constantinople, et sa prospérité qui s'étendait plus à l'est. Eh bien, en ce sens, les Russes regardent l'Europe et disent « Eh bien, nous pensions qu'il pourrait y avoir la paix. » Mais il n'y a pas seulement cette différence religieuse sous-jacente, qui semble très importante pour Poutine,
Mais il y a aussi une différence culturelle. Nous sommes très semblables à la Chine. Nous essayons de réaliser une alliance avec d'autres pays par un gain mutuel, une situation gagnant-gagnant. Que pouvons-nous vous offrir en échange de l'intégration de votre économie et de votre politique, et donc de votre alignement politique et militaire avec nous? La manière occidentale, comme vous le voyez avec Donald Trump, est exactement l'opposé. Et je pense que Trump fournit un modèle que j'ai peur que l'Europe adopte. Trump dit en quelque sorte, nous allons imposer des tarifs et des sanctions à tous les autres pays du monde, d'horribles sanctions à chaque pays. Nous disons que nous pouvons détruire votre économie et celle de l'autre pays. Le Mexique, la France et le Canada, pour commencer, disent « Eh bien, ne faites pas ça ». Et Trump dira alors « D'accord, si nous ne vous détruisons pas, que ferez-vous qui nous profite ?» Il a fait la même chose avec des cabinets d'avocats aux États-Unis, la même chose avec des universités. Nous allons retirer toutes vos dépenses si vous ne suivez pas la politique sioniste. Et ils diront, eh bien, que devons-nous faire pour récupérer le financement afin que nous puissions faire de la recherche et du développement? Et Trump impose les politiques néoconservatrices qu'ils doivent adopter. L'Université de Columbia a mené la reddition. Je pense que c'est la mentalité que l'Europe essaie d'imiter, tout pour menacer d'autres pays. Il ne peut pas les menacer de sanctions, parce que d'autres pays peuvent dire « D'accord, ne commercez pas avec nous. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous sommes autosuffisants par nous-mêmes. » Le reste du monde entier essaye d'être autosuffisant, et presque chaque région essaye d'être autosuffisante, afin de ne pas dépendre d'autres pays, pour pouvoir suivre ses propres intérêts. Mais l'Europe a détruit sa propre autosuffisance avec Nord Stream et avec les sanctions contre la Russie. En saisissant les 300 milliards de dollars de la Russie qu'elle avait en Belgique et à Euroclear, elle s'est isolée du reste du monde. Comment diable peut-elle avoir quoi que ce soit à gagner militairement ou politiquement, même si nous réussissons militairement? Que peut-elle gagner du reste du monde en s'isolant alors que le monde se divise en nouveaux regroupements géographiques régionaux? C'est comme si l'Eurasie occidentale, l'Europe, était une sorte de zone abandonnée. Je ne dirais pas que c'est une ceinture de rouille comme les villes industrielles abandonnées des États-Unis, mais c'est plus que cela. Ce qu'elle considérait comme son identité nationale, sa compréhension historique, son idée d'être un leader politique, moral, intellectuel du monde, est devenue une fantaisie. Comment peut-on jamais entreprendre la guérison psychologique de ce genre de blessure auto-infligée qui a balayé l'Europe comme une maladie au cours des dernières années? Oui, cette automutilation est presque devenue une expression de solidarité ou de vertu, que nous sommes prêts à sacrifier tous nos intérêts nationaux pour nous opposer à notre adversaire maléfique. Je pense que nous devons remplacer certains de nos sociologues et politologues par des psychologues, car cela devient une chose très étrange à observer. Mais je suis d'accord avec cet accent sur la diversification, parce que je pense qu'il y a un point qui a été, dans une certaine mesure, perdu au cours de la dernière décennie. C'est à ce moment-là que la Russie a commencé à orienter son économie vers l'Est en l'intensifiant vraiment depuis 2014. Beaucoup y ont vu. Eh bien, essaient-ils d'augmenter la valeur de leur marché pour l'Europe afin d'avoir plus de pouvoir de négociation pour s'intégrer à l'Europe sur un pied d'égalité? Ou est-ce pour rejoindre un bloc anti-européen? Mais toutes les hypothèses possibles étaient très centrées sur l'Europe. C'est-à-dire, comment la Russie veut-elle réorganiser sa position par rapport à l'Europe sur cette base? Mais l'idée principale pour les Russes était qu'ils veulent que l'Europe compte moins. Nous pouvons commercer avec eux, mais cela ne devrait plus être aussi important. Nous ne devrions pas avoir à être pro-européens ou anti-européens.
we shouldn't have to be pro-European or anti-European. We just shouldn't have to focus on Europe as much. Nous ne devrions tout simplement pas nous concentrer autant sur l'Europe que nous l'avons fait par le passé. Et je pense que c'est assez distinctif. Vous le voyez maintenant dans la sphère politique, comment il s'organise. Mais bien sûr, l'économie se réorganise vers l'Est. Cela se manifeste dans tous les domaines. Vous le voyez dans la technologie, les industries, avec tous ces nouveaux corridors de transport par voie terrestre et maritime, les systèmes de paiement, les nouvelles banques, le commerce des devises, l'établissement de nouvelles bourses de matières premières et les systèmes d'assurance. C'est également assez étendu économiquement. Mais vous avez mentionné la culture, car pendant la guerre froide, du moins vers la fin de la guerre froide, il y avait encore de l'hostilité entre nos gouvernements. Mais parmi le public soviétique et les Russes, il y avait un sentiment que le mode de vie occidental était assez attrayant. Cela a un peu disparu maintenant. Ils ne veulent plus remodeler ou façonner leur pays comme l'Occident. Donc je pense que c'est assez nouveau. Mais vous avez mentionné autre chose que j'ai trouvé intéressant, qui est du côté économique. Liu Wampuer a commencé à saisir les réserves nationales russes. Jusqu'à présent, ils ont pris les produits de ces réserves, suggérant que c'est acceptable, que ce n'est pas du vol s'ils se contentent de les prendre. Mais maintenant, il est question de saisir les 300 milliards dans leur intégralité, et certains suggèrent que dans un futur accord de paix, ils devraient accepter que la Russie doive renoncer à cet argent, peut-être le transférer dans un fonds de reconstruction. Mais même si les Russes acceptaient un tel fonds de reconstruction, ils seraient sous pression pour obtenir quelque chose en retour. Donc, de toute façon, c'est déjà du vol, comme nous l'avons vu. Encore une fois, ce n'est pas seulement le gel des fonds, ce qui est également dévastateur pour la confiance, mais c'est en fait du vol. Alors, comment avez-vous vu le monde réagir à cela? Je veux dire, l'or est en hausse. Est-ce une conséquence de cela? Eh bien, si vous deviez prononcer un discours pour l'Union européenne, quel serait votre principal avertissement contre ce qui a été fait ici? Parce que c'est vraiment dramatique. Cela n'a jamais été fait auparavant. Mais encore une fois, je pense que les Européens se laissent emporter par leur propre récit et leur moralité. Vous savez, la Russie a attaqué l'Ukraine, donc il est juste qu'ils doivent payer pour la reconstruction. Mais c'est un argument très étrange, car cela ne s'est jamais produit auparavant. L'Amérique, vous savez, les Européens, nous avons aussi envahi d'autres pays. L'idée que le reste du monde devrait venir saisir notre argent et le remettre aux pays que nous avons envahis réduirait simplement la confiance dans l'ensemble du système financier international. Alors, comment voyez-vous cela impacter le monde? Eh bien, Glenn, vous commencez par mentionner les adversaires de l'Europe. Et c'est là le problème. L'Europe considère le reste du monde comme négociant avec un adversaire. Maintenant, pensez à la différence entre la rhétorique de la diplomatie européenne et celle de Poutine en Russie. Poutine se réfère toujours aux autres pays comme à ses partenaires, comme si, d'une manière ou d'une autre, la seule façon d'avoir des relations volontaires entre nous était l'amitié. Chacun de nous y gagne. Donc, nous sommes partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. L'Europe a vraiment suivi la vision de Donald Trump, qui est, tout comme Trump le dit, que l'Amérique doit être le gagnant dans toute transaction. L'Europe doit être le gagnant parce que le reste du monde est considéré comme un adversaire par l'Europe. Et avec cette psychologie, avec cette attitude, qui est exactement ce dont Lavrov parlait, ils sont voués à l'échec. Et les 300 milliards de dollars que Euroclear a saisis, je peux imaginer que Poutine a une très bonne réponse. Il dira, eh bien sûr, nous allons dépenser les 300 milliards de dollars pour la reconstruction. Non, nous sommes tout à fait heureux de le faire.
Il y a eu une destruction énorme de bâtiments civils et de territoires à Luhansk, à Donetsk et dans les autres provinces russes qui font maintenant partie de l'Ukraine et qui ont rejoint la Russie. Nous réalisons qu'il faudra 300 milliards de dollars pour reconstruire, mais nous allons le faire. Malheureusement, nous ne voyons aucune raison de dépenser une partie de ces 300 milliards de dollars pour des entreprises de construction européennes ou des entreprises industrielles européennes pour aider à reconstruire ces zones, parce que vous êtes tombés dans l'obsolescence économique à cause de vos politiques économiques. As a result of your economic obsolescence. It didn't have to be technological obsolescence. Ce n'était pas nécessairement l'obsolescence technologique, bien que vous soyez très en retard par rapport à l'Asie à cet égard, mais c'est vraiment l'obsolescence économique. Et franchement, vous facturez trop à cause de la façon dont vous avez privatisé et néolibéralisé votre économie. Donc oui, nous dépenserons les 300 milliards de dollars. Mais je pense que nous allons devoir faire participer d'autres pays parce que nous n'avons pas une population industrielle suffisamment grande pour le faire. Nous allons embaucher des Asiatiques et d'autres personnes d'autres régions pour réaliser cette construction. Mais n'ayez crainte, ces 300 milliards de dollars seront dépensés pour reconstruire les attaques sur les zones civiles que les Européens et les Américains ont détruites en soutenant le régime néo-nazi en Ukraine. Que pensez-vous de cette rhétorique? What do you think of that rhetoric? Cela semble, oui, familier. Ça pourrait aussi ressortir. Non, je pense juste oui. C'est ce que les Russes veulent dépenser pour Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Mais aussi, si vous regardez tous les problèmes des Européens maintenant, ils se sont coupés de tous ces autres centres de pouvoir. C'est-à-dire d'abord les Russes, puis la réduction des risques avec les Chinois, et ensuite brûler beaucoup de ponts. Et puis à ce stade, les Américains décident qu'ils dépriorisent plus ou moins l'Europe. Et maintenant, bien sûr, les choses sont assez mauvaises, car nous payons beaucoup d'argent pour l'énergie, ce qui provoque la désindustrialisation, et ensuite l'objectif est de simplement construire des armes. Et d'une manière ou d'une autre, cela va être la solution. Mais ce qui aggrave encore les choses, c'est que même si la guerre en Ukraine se termine demain, c'est la reconstruction du pays qui va être un énorme désordre pendant des années. Les Américains semblent avoir, enfin, du moins Trump semble s'en laver les mains et le confier aux Européens. Ainsi, les Européens auront un gros désordre à financer dans les années à venir. Il est très difficile de voir comment tout cela ne peut pas aboutir à une crise massive et même, comme vous l'avez dit, à un effondrement. Mais je suppose que ma dernière question porte sur les alternatives ici, car à mesure que l'ancien système meurt, les pays veulent chercher des alternatives. L'Europe ne semble pas encore avoir d'alternatives, mais le reste du monde en a. Ils semblent se tourner vers des institutions telles que les BRICS pour réorganiser la coopération technologique et industrielle, pour avoir une connectivité physique avec ces corridors et bien sûr une connectivité financière. Donc ils font tout cela et cela semble s'intensifier sous les BRICS. Mais pour Trump, malgré tous les discours sur la multipolarité, il n'aime pas l'idée que les BRICS se dédollarisent. Pensez-vous que ce train a déjà quitté la gare ou pensez-vous que Trump peut l'arrêter? Parce qu'il a menacé, qu'il a dit, eh bien, les BRICS sont déjà pratiquement finis, parce que j'ai menacé de leur imposer des tarifs s'ils n'utilisent pas notre dollar. Mais cela, je suppose, ne parvient pas à apprécier le problème principal. La raison pour laquelle ils se diversifient à travers l'institution des BRICS est qu'ils ne font plus confiance au dollar américain, car tous les leviers économiques du pouvoir peuvent être militarisés. En menaçant de militariser davantage la dépendance envers les États-Unis
pour maintenir cette dépendance, il doit sûrement être conscient de cette contradiction. Menacer d'autres pays avec des sanctions ne fera que les convaincre de la nécessité de se diversifier et de se découpler. Mais malgré tout, l'Amérique n'est pas un pays faible. Elle a beaucoup de pouvoir économique. Alors, voyez-vous Trump capable d'arrêter cela, ou est-il trop tard? Eh bien, l'Amérique est devenue une économie faible, même si ce n'est pas un pays faible. Elle a la bombe atomique. Elle a l'influence politique pour amener d'autres pays à imposer des sanctions contre les pays qui ne suivent pas la politique américaine. Mais le fait est que Trump aux États-Unis est dans une position presque aussi faible que l'Europe. Il n'a rien à offrir aux autres pays, sauf que nous ne vous ferons pas de mal si vous faites ce que nous vous disons de faire. Ce que nous ferons pour vous, c'est de ne pas vous bombarder. Eh bien, ce n'est pas vraiment offrir grand-chose. Vous avez mentionné l'Ukraine comme le problème suivant. Et qu'en est-il de la reconstruction de l'Ukraine? Que reste-t-il de l'Ukraine? Et ce ne sera pas grand-chose. Personne ne va la réparer. Personne n'a l'argent. Personne ne s'en soucie. Tout comme il ne semble pas se soucier de Gaza. L'Ukraine a accumulé d'énormes dettes envers le Fonds monétaire international, l'Europe, d'autres personnes et d'autres pays et institutions officielles. Et elle ne peut pas payer. L'Europe ne va pas payer. Les États-Unis ne vont pas payer. La Russie ne va certainement pas payer. La Russie va se préoccuper de reconstruire cette partie de la Russie qui était autrefois l'Ukraine. Donc cela va de l'avant. Et encore une fois, ni la Russie, ni la Chine n'ont besoin de quelque chose de l'Ukraine, des États-Unis ou de l'Europe. Et encore et encore. Chaque semaine dans le Financial Times, vous avez un Allemand ou un Européen qui dit qu'il est injuste que la Chine exporte plus vers nous que nous n'exportons vers elle. Et la réponse de la Chine est la même chaque semaine. Eh bien, vous savez, nous aimerions importer plus de vous. Par exemple, cette entreprise néerlandaise qui fabrique l'équipement de gravure, vous savez, quelques 10 ou 20 millions de dollars par machine, nous aimerions l'acheter. Vous refusez de commercer avec nous parce que vous suivez les sanctions américaines. Donc, vous n'êtes pas disposé à nous vendre quoi que ce soit que nous voulons, parce que, encore une fois, vous nous considérez comme l'ennemi de l'Amérique, et vous avez misé tous vos paris du côté américain. Et c'est pourquoi notre commerce est mauvais. Eh bien, les Européens reprennent alors votre discours en disant que si nous importons plus d'un autre pays, c'est de la dépendance. Eh bien, toute l'idée du libre-échange depuis 2 siècles est que vous échangez pour réaliser un gain. La théorie des gains du commerce est ce sur quoi repose l'économie internationale. Eh bien, les politiciens européens disent qu'il n'y a pas de gain du commerce. Tout commerce n'est qu'une dépendance qui permet à d'autres pays d'arrêter le commerce s'ils veulent nous nuire. Eh bien sûr, la Russie n'a jamais cessé le commerce avec l'Europe. C'est l'Europe qui a cessé le commerce avec nous. Ainsi, d'autres pays craignent même de commercer avec l'Europe ou les États-Unis pour établir une dépendance qui permettrait à Trump en Amérique ou à Merkel en Europe de dire « D'accord, nous allons essayer de déstabiliser votre économie en arrêtant nos exportations vers vous dont vous avez besoin. Et nous allons interrompre vos chaînes d'approvisionnement. » Aucun autre pays n'est prêt à laisser ces chaînes d'approvisionnement dépendre de l'Europe ou des États-Unis. Leurs chaînes d'approvisionnement dépendent les unes des autres. Et donc, les chaînes d'approvisionnement qui sont en train d'être divisées se trouvent en Europe et aux États-Unis maintenant, sans les tarifs de Trump pour le moment. Vous voyez donc une crise économique aux États-Unis causée par l'idée de Trump selon laquelle on peut isoler les États-Unis et réindustrialiser presque du jour au lendemain, comme si l'on pouvait créer des usines dans les 3 dernières années de son administration au lieu d'une période de planification de 10 ans.
Je ne vais même pas aborder les problèmes des États-Unis. Mais les États-Unis et l'Europe se sont ensemble enfermés dans une impasse dont ils ne peuvent sortir. Et c'est pourquoi il est impossible de prédire comment l'Europe et les États-Unis vont parvenir à leurs intérêts personnels, alors qu'ils ne comprennent pas quels sont leurs intérêts personnels. Ils ne comprennent pas comment l'économie fonctionne réellement et comment anticiper et projeter l'avenir d'un continent, l'Europe ou les États-Unis, qui ne comprend pas comment l'économie fonctionne ou ses propres intérêts et qui patauge. C'est ce que vous voyez en ce moment. Et il y a tellement de possibilités de patauger. L'approche dispersée de Trump est, je pense, ce que vous allez voir en Europe. Essayez ceci, essayez cela. Mais c'est juste s'agiter sans aucune idée de comment créer une économie productive pour faire en Europe ce que la Chine a fait pour reconstruire son économie, ou ce que la Russie essaie de faire pour reconstruire son économie. C'est ce qui est si frappant dans tout cela, et qui n'a pas de sens d'un point de vue matérialiste de l'histoire. Je suppose que c'est un problème d'avoir eu un moment unipolaire, c'est-à-dire que le monde entier était excessivement dépendant de l'Occident collectif, tandis que l'Occident était moins dépendant d'un État ou d'une région en particulier, ce qui signifiait que toute préoccupation concernant la dépendance économique utilisée comme arme n'était qu'un problème pour les autres. Alors maintenant, se réveiller à cette réalité est, oui, incertain sur la façon de réagir. Encore une fois, j'aimerais que nous ravivions certaines des idées d'Alexander Hamilton, ou de Friedrich List, ou de Sergei Witt, quelqu'un qui définit l'industrialisation et le pouvoir économique davantage comme une partie intrinsèque de la société, de l'indépendance politique. Mais néanmoins, on n'a pas besoin de se couper du monde. Il suffit de diversifier, d'avoir simplement une variété de partenaires. C'est ce que fait le reste du monde. Mais nous ne le faisons pas. Et je souligne toujours ce point parce que c'est assez choquant ce qui se passe en Europe. L'idée principale est que les États-Unis s'affaiblissent et se dirigent vers d'autres endroits. Donc, une politique rationnelle et sensée consisterait à diversifier les liens, c'est-à-dire, oui, tendre la main aux Américains, mais aussi se rapprocher des Russes, des Chinois et d'autres centres de pouvoir et diversifier. De plus, trouver un moyen de rechercher un certain pouvoir de négociation collective basé sur des intérêts nationaux partagés au sein du bloc de l'UMMEB. Mais au lieu de cela, nous sommes entourés de ces nains politiques qui ne peuvent pas accepter que nous avons évolué et que le monde change. Ils essayent donc de tendre la main et de montrer leur valeur aux États-Unis en se subordonnant encore plus, en faisant tout ce que l'Amérique dit et en espérant que cela convaincra l'Amérique que l'Europe est toujours un partenaire important et que l'Amérique ne nous abandonnera pas. Mais encore une fois, l'Amérique a moins de ressources et réoriente ses ressources et son attention vers d'autres endroits. Mais la volonté d'accepter la réalité a complètement disparu. Et encore une fois, ce n'est pas une exagération. Je vois les dirigeants politiques en Allemagne accusés, disant « Eh bien, la raison pour laquelle nous avons des problèmes économiques, c'est parce que les Russes ont coupé l'approvisionnement énergétique. » Non, ils ne l'ont pas fait. Ce sont les Allemands qui ont coupé cela. Comment est-il possible qu'ils s'en sortent ainsi? Et aussi, Nord Stream a essayé de rejeter la faute sur les Russes en disant « Puis nous avons découvert que ce n'était pas les Russes. Et maintenant personne ne veut plus en parler parce qu'il n'y a plus de bonne narration. » C'est un tel gâchis. Je pense que la première étape pour réparer l'Europe et l'Occident politique, je suppose, serait d'abord de rétablir un peu de raison et de rationalité, parce que je pense que nous avons perdu cela il y a un moment, lorsque nous nous sommes empêtrés dans nos propres récits. Quoi qu'il en soit, Michael Hudson, je vous ai déjà retenu beaucoup trop longtemps. Donc oui,
Merci encore d'avoir pris le temps, et c'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. Eh bien, j'espère que vous réussirez, Glenn Diesen, à essayer de promouvoir le concept de rationalité et de réalité dans le reste de l'Europe. En tant que réaliste politique, l'hypothèse est toujours l'État rationnel. Ainsi, le fondement de la théorie politique manque désormais. C'est une période assez troublante. Quoi qu'il en soit, merci encore. Eh bien, merci de m'avoir invité. Man.